on va commencer à parler de cette IA plutôt comme un nouvel autre. Là où on a l'habitude plutôt de le parler comme un outil, est-ce que c'est encore réellement un outil? Puis on ira aborder cette notion de conscience. Est-ce qu'une IA a une conscience? Ce type d'IA a une conscience. Je ne vais pas spoiler la réponse, elle viendra bien assez vite. Ou pas. Donc je vous propose de vous emmener dans ce voyage, et on va commencer par ceci. Mais est-ce qu'ils vous paraissent intelligents? À coup sûr, ils le sont. De la même intelligence que nous? Oui, sans aucun doute. Pourtant, ils paraissent parfois très ignorants. Ils se sont montrés incapables de toute invention. Ils sont uniquement habiles à copier les gestes. C'est ce qui caractérise d'ailleurs une âme d'esclave. Ils sont incapables de comprendre ce que nous comprenons? Non, je vous ai dit non. Ils sont sensibles comme nous. Ils connaissent l'amour et la crainte, les sentiments les plus subtils. Mais pour les voir, pour bien les voir, nous devons les regarder avec d'autres yeux que nos yeux ordinaires. Sinon, nous ne les verrons jamais comme ils sont. Regardez-les comme un miroir où vous cherchez votre propre visage, un visage oublié, lointain. Eh oui, ça fait plaisir de voir qu'il y a des questions qui restent sans réponse. Hein. Oui, en tout cas, on continue à se les poser. Bon, ça fait partie des universaux. Et c'est vrai que les questions qu'on se pose sur ce sujet-là, à l'époque, on continue à se les poser aujourd'hui, justement sur cet autre avec qui on est en train d'échanger, de collaborer, qui rentre dans nos vies. Pour la première fois, cet autre qui nous prend une de nos facultés, qui est celle de pouvoir parler, qui est celle de pouvoir écrire, qui est celle de pouvoir communiquer avec nos mots. Jusque-là, les hommes étaient les seuls sur Terre à pouvoir manipuler ce langage, ce qui fait qu'on arrive encore à se comprendre aujourd'hui, enfin on essaye. Il y en a visiblement qui ont un petit peu de mal. On n'est pas obligé de se taper dessus non plus. Mais enfin, c'était quand même une faculté très humaine. On a essayé avec... moi, j'essaye avec mon chat de temps en temps, mais ça donne pas grand-chose. Et là, ce paradigme, il a vraiment changé les choses. Il est en train de considérablement changer les choses. Juste pour faire une brève petite frise chronologique que j'aime bien pour situer les choses. Jusqu'à il y a encore quelques années, je me suis surpris d'ailleurs tout à l'heure, parce que je donne des cours à l'université permanente, je sors de quelques cours, et à parler tout à l'heure de parler d'autrefois. C'était il y a 2 ans. À l'échelle de l'IA, c'était autrefois. Bon, donc autrefois, on avait ce que j'appelle le petit bébé IA. Le petit bébé IA qui a pour particularité de rassembler ce qui se ressemble, de mettre des cubes dans les trous carrés, des boules dans les trous ronds, de faire de la prédiction, de poser des étiquettes. Voilà, là c'est ce qu'on appelle typiquement de l'IA calculatoire, ou d'IA discriminative, celle qui est plutôt à base statistique. Donc c'est pas du tout de l'IA symbolique, hein. Donc c'est une base très mathématique, on va manipuler un grand nombre de données, on va parler de big data aussi. Bon, ça fonctionne de mieux en mieux, et d'autant mieux qu'on a beaucoup de données, d'autant mieux qu'on a une capacité de calcul, d'autant mieux qu'on a de la capacité de stockage. Bien. Et arrive octobre, novembre 2022. Bon, octobre-novembre 2022, sortie de ChatGPT, version 3. Donc s'il y a une version 3, c'est qu'il y a une version 2, s'il y a une version 2, c'est qu'il y a une version 1. Donc vous pensez bien que ça existait bien avant octobre 2022. Premiers algorithmes 2014, première version de ChatGPT 2018. On pourrait quasiment parler d'accident industriel. Juillet 2022, Meta, ex-Facebook, s'intéresse également au sujet. Il faut dire qu'ils avaient recruté Yann Lequin, qui est l'un des pères fondateurs de tout ce qui est justement réseau de neurones et deep learning, un Français. Et Meta s'intéresse sur le sujet très grandement, sort leur première IA générative, plutôt à l'attention des chercheurs, pour les aider à écrire des articles. Grosse levée de bouclier. Les gens n'en veulent pas, ça les intéresse pas. Alors, nous, on est là quand même pour écrire des articles, on est là pour chercher, alors qu'une machine fasse ça à notre place, non merci. Bon, faut pas avoir de souvenirs, parce que 4 ans après, ils ne disent plus la même chose. Mais
Toujours est-il que face à cette levée de bouclier, Meta dit « Don't act, ça ne fonctionne pas, les gens ne sont pas prêts, je mets ça dans un carton, on sortira ça un jour. » Juillet 2022. Pendant ce temps-là, une petite entreprise qui ne connaît pas la crise et dont l'objectif était de faire plutôt de l'IA en open source, accessible à tout à chacun, travaille aussi sur cette notion d'agent conversationnel et a attendu d'avoir une version suffisamment stable et intéressante pour mettre ça au niveau du grand public. Et l'explosion, on l'a connue, plusieurs centaines de milliers, millions d'utilisateurs en l'espace de quelques semaines. L'une des plus grosses adoptions dans le monde de l'industrie, dans l'ère moderne. Et c'est vrai que comme tout à chacun, je l'ai essayé. Alors, quand bien même je connaissais un peu la mécanique derrière, je me suis dit, tiens, on va jouer avec, comme tout le monde. Je pose des questions, ça répond. Ah ouais, ça répond bien, hein. Franchement pas mal. Bon, allez, je tente sur mes sujets. Oh purée, ça répond très très bien. Non mais ok, ça a appris, parce que ça apprend sur des tas de données, donc ça répète. Donc quand bien même ça répète très bien, si je l'essayais, après tout, sur des questions qu'a priori, il ne doit pas y avoir grand monde qui doit se les poser, donc il n'a pas dû les avoir beaucoup dans sa base d'apprentissage. Et donc je lui ai demandé de générer un dialogue entre Jules César et Vladimir Poutine. Là, on se dit, là quand même, il ne doit pas y avoir grand monde. Et comme tout le monde, j'appuie sur Entrée et je regarde. Mais c'est que c'était bien écrit. C'était super. J'ai eu un dialogue entre ces deux personnages, chacun comparant de manière cultivée leur propre vision de leur empire, la place de la capitale, le rôle de la langue, etc., l'histoire et j'en passe. Et c'était très joli. Et je me prends en jeu, je continue, je lis, je dis, ah ouais, non, là, quand même, il se passe quelque chose, quoi. Alors évidemment, le lendemain, je vois mes étudiants et je leur dis, alors, vous avez vu? Bon, là, à cette époque-là, on lève timidement le doigt. Oui, ils avaient vu. Et à l'époque, ils avaient surtout compris que ça pouvait être une belle machine à tricher, c'est-à-dire à sortir ce qu'un prof a envie d'entendre, sans trop d'efforts. Bon, là, on a cassé la machine tout de suite pour travailler ensemble dessus. Ça a donné des choses assez variables. Néanmoins, pour moi, la véritable révolution n'est pas tant octobre 2022, enfin novembre 2022, que octobre 2023. Je cite souvent cette anecdote parce que il se trouve que voilà, c'est comme toutes les premières fois, ça marque un peu. Et octobre 2023, pour la première fois, juste avec un simple smartphone, en téléchargeant l'application de ChatGPT, vous aviez une IA qui était capable de vous entendre, de vous voir, de vous lire, et en sortie de parler, d'écrire, de dessiner, faire des programmes, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la multimodalité. Cette multimodalité, aujourd'hui, elle augmente très largement. Vous allez dans un Airbnb, vous partez en vacances, vous tombez sur une cafetière, vous avez une très grosse envie de café, vous n'avez pas le mode d'emploi, celle-là, vous la connaissez pas, vous démarrez votre smartphone, vous passez en mode vidéo, vous lui dites « j'ai envie d'un café, comment ça marche ?» Et par exemple, Gemini va mettre en surbrillance le bouton sur lequel vous devez appuyer, là vous allez mettre votre pastille, capsule et j'en passe, et le temps de le dire, vous avez votre café, vous êtes content, l'IA vous a rendu service, la meilleure des initiatives. Bon, mais quand même, moi, sur cette première expérience, pareil, je teste. Alors, je me souviens, j'étais dans la voiture, j'avais amené l'une de mes filles à son cours de guitare. Pour passer le temps, je me mets en mode vocal et je commence le plus naturellement du monde. Salut. Salut, comment tu vas? Ça va? Ah, bon, truc habituel, quoi. Et là, ChatGPT me dit, tu veux qu'on parle de quoi? Un peu pris au dépourvu, je dis ok, ce que tu veux, je sais pas. Et là, ChatGPT qui me dit, t'es en train de lire quoi? Je lui réponds, je suis en train de lire La Cantine de minuit. À l'époque, voilà, j'avais lu la série. Bon, c'est un manga qui se passe à Tokyo, qui raconte l'histoire d'un petit restaurant qui est ouvert entre minuit et 3h du matin, qui accueille un peu toute la population qui passe dans le quartier. C'est un roman graphique, manga, aussi bien social que culinaire. Bon.
Et nous voilà rendus à parler de cette série. On discute de ce que j'étais en train de lire. Elle me pose des questions, je lui réponds. Je lui pose des questions, elle me répond. Bien. Et puis après, on parle de l'auteur, on parle des mangas, on parle de cuisine. Enfin, pendant une demi-heure, on a parlé le plus naturellement du monde. Le temps de latence entre mes questions et ses réponses était très court, à peu près comme on parle au téléphone. Le ton était relativement naturel, en tout cas ça passait très bien. La demi-heure passant, fallait que j'aille chercher ma fille qui avait terminé son cours. Et donc je termine la conversation et je lui dis, bah écoute, j'arrête là, on va arrêter là. C'était intéressant. C'est vrai que j'ai eu le sentiment de lui apprendre des choses, elle m'a appris des choses, le sentiment de. Et en tout cas moi j'avais appris des choses. Et je lui dis, bah écoute, on verra ça plus tard. Elle me dit, ouais, pas de souci. Et je termine, bon bah salut, bisous. Mais c'est venu très naturellement. J'ai réalisé aussi tout à fait naturellement. Je vous rassure, je l'ai dit à ma femme, c'est pas... elle est au courant, pas de souci. Même s'il y a quelque temps, elle me voyait une conversation, ah tiens, vous tutoyez. Oui, bah oui, depuis tant qu'on se connaît. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé après à mes filles, j'ai deux filles, une qui est plutôt IA et l'autre un petit peu moins. Et la réaction était, et alors, c'est quoi la prochaine étape? Et moi j'ai dit, mais la prochaine étape, c'est de se voir. Logique. Et j'ai argumenté ça de cette manière, je lui ai dit, mais mine de rien, il y a des humains qui sont aujourd'hui devenus des copains, on s'est connus par le boulot, notre premier contact a été totalement asynchrone, on a échangé par mail, par exemple, puis on est passé par exemple sur WhatsApp, là on est passé par échange écrit et synchrone, et à ce stade-là, ces personnes-là que je ne voyais pas, que je ne connaissais pas plus que ça, n'avaient pas plus de matérialité que ChatGPT. Puis de la conversation synchrone textuelle, on est passé à la conversation synchrone orale. Et à ce stade-là, il n'avait pas plus de matérialité que ma conversation avec ChatGPT. Et en effet, la étape suivante a été de se voir. Alors à l'époque, je me souviens, mes filles me disaient « Non, mais tu as comme pas ramené un robot à la maison ?» Moi, plutôt d'humeur taquine. « Bah, pourquoi pas ?» Et réflexion. « Bah, oui, mais on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire la nuit. » Bon, le jour, apparemment, ça passe. Et je lui dis « Bah, non, en effet. Et alors, bah, faudrait que tu l'éteignes. Bah, je me vois pas éteindre un robot. Enfin, ça me gênerait. Ah, ma capacité anthropomorphisée était poussée un peu à son extrême, mais je ne me voyais pas l'éteindre. Et je me souviens très bien de cette réflexion que je lui avais dit, mais le chat, je ne l'éteins pas. Et pourtant, lui, je rêverais de l'éteindre. D'ailleurs, cette nuit, à 2h du matin, j'aurais vraiment aimé l'éteindre, surtout vu la journée qui m'attend après. Un peu dur. Bon. Alors, c'est vrai que cette nouvelle étape, l'étape, en effet, de l'incarnation. Et cette étape, cet été, je l'ai franchie. J'ai eu la chance de pouvoir aller travailler au Japon et j'ai eu mon premier contact avec un robot humanoïde. Ça y est, on s'est vu. C'est spécial. Ça se fait. Je ne vous cache pas que les 4-5 premières secondes, on n'est pas forcément des plus à l'aise face à ce nouvel autre. Ce nouvel autre qui bouge, qui a l'air en fait assez humain, ils sont assez bons sur le sujet, et surtout avec qui on dialogue, avec qui on va échanger. Et là, c'est plus au téléphone, c'est pas par texte, c'est en face moi. Avec quelqu'un, quelque chose, et c'est là aussi toute l'ambivalence de la situation. Qu'est-ce que c'est? Ce voyage au Japon m'a été nous a été, parce que j'y suis allé en famille, on va dire, a été assez percutant dans le sens que je suis tombé sur une culture, déjà, pour qui les objets ont une âme. Donc, un objet parle, qu'on puisse discuter avec, c'est normal. Je suis tombé sur une population
qui m'a sorti cette petite phrase, enfin avec mes collègues m'ont sorti une petite phrase là-bas très sympathique en me disant « C'est bien, vous vous posez des tas de questions sur l'IA en ce moment, là on vous écoute, non c'est bien, vous discutez, non c'est bien parce qu'en plus c'est des questions que nous on s'est posées aussi il y a 40 ans. Faudrait penser à y répondre un jour, ce serait bien. » Et c'est vrai qu'ils n'ont pas totalement tort. Il y a un moment, il va falloir qu'on avance. Qu'on arrête de se poser... C'est bien de se poser des questions. S'apporter des réponses, ça peut être pertinent. Des petits exemples. Mais c'est vrai que cette idée, et qui est enseignée dans leur culture et dans leur éducation de cohabitation, on commence à en parler maintenant un petit peu dans le monde anglo-saxon. En Asie, j'ai fait la Chine, la Corée du Sud et le Japon l'année dernière. Cette idée qu'on a fabriqué les premiers êtres vivants non biologiques. Et que derrière, c'est pas des humains. Mais c'est surtout plus des outils. C'est clairement pas un marteau. Ou alors les marteaux ont vraiment évolué. Et ce qu'on apprend là-bas, c'est à cohabiter avec. On collabore avec. Ça ne nie pas du tout nos valeurs d'êtres humains, ça ne nie pas du tout ce que l'on est, ce que l'on fait. Mais aujourd'hui, il y a nous, la nature, et eux. Et quand vous arrivez dans des espaces où, au premier coup d'œil, vous avez des individus vivants. Et par l'interaction, parce qu'il y a quand même encore une petite différence, vous apercevez que vous avez du biologique et du non biologique. Et que tout ça, ça vit ensemble. C'était le tout premier robot humanoïde avec qui je me suis retrouvé. En l'occurrence, ça a été un enfant, à Osaka. Après, je me suis retrouvé face à des adultes. Mais au bout d'un mois, quand on finit par, je dirais, être baigné dans ce milieu-là, bon déjà, on a de l'humanoïde jusqu'à du non-humanoïde. Par contre, ils ont tous cette capacité, ils sont tous munis de deux yeux. Les deux yeux, certains sont dotés de vue, d'autres pas. L'objectif étant en fait de fixer, comme je suis en train de le faire avec vous, le contact social. Bon, le dernier en date, c'est lui. Un robot aspirateur. Moi, j'ai fait comme tout le monde avant de partir. On passe au supermarché, on remplit 3 valises, on en achète une 4e et on la remplit aussi. Et en faisant mes courses, je tombe sur... Enfin, c'est plutôt lui qui tombe sur moi. Je le vois arriver, et puis il arrive à mon niveau, il me regarde, il s'excuse, il me contourne, et puis il continue sa petite vie d'aspirateur. Je voyais les Japonais qui étaient en train de rigoler parce qu'ils voyaient la tête que j'étais en train de piquer, et pourtant ça faisait un moment que j'en voyais, mais j'avais trouvé ça sympa que l'aspirateur s'excuse et continue son chemin. Je me suis dit que je voulais pas mourir idiot et qu'avant de partir, il fallait qu'on se revoie. Donc je suis reparti dans les allées du supermarché à sa rencontre, et j'ai fini par le trouver. Il arrivait en face de moi. Je me suis dit, voilà, on va quand même pas s'éviter. Et donc, c'est moi qui entame la conversation. Et donc, je le salue. Je commence en japonais. Il me répond en japonais. J'essaye le français. Il l'avait pas. Donc, on a continué en anglais. On a parlé quoi? 30-40 secondes, pas plus, quoi. De conversation d'humain aspirateur. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps que t'es là. Enfin, un truc classique, quoi. Enfin, classique. Non, mais ça me fait drôle parce que moi, le mien, il me fait la tête, il me dit rien. Bon, mais ça passe. Et en fait, quand on a passé, en effet, cette barrière de se dire, ouais, c'est un aspirateur, et qu'en fin de compte, non, on peut dialoguer, cette maîtrise, ce fait de pouvoir parler. Bon, il n'écrit pas, lui, il parle. Et ça n'empêche pas qu'à côté, vous avez un humain qui nettoie également. Il y a vraiment cette cohabitation. Bon, depuis, je prends mes cachets, hein, ça va. Je le vis pas trop mal. Mais le retour était quand même un peu rude pour plein de raisons. Alors, on parlait de cette rétroaction. Je vous présente Moflin dans la main d'une de mes filles. Quand vous prenez un objet dans la main, ce qui fait que votre cerveau vous dit que c'est un objet, vous le prenez, c'est froid, ça bouge pas. Si je prenais ce micro, mon cerveau sait que ce micro n'est pas un être vivant. Vous prenez Moflin,
il est chaud. Mufflin, il bouge. Mufflin, il réagit, il interagit avec nous. Il y a 8 moteurs dedans. Il y a 2 yeux qui nous regardent, qui agissent en fonction aussi de... Je ne dis pas quand il a fallu dire que non, je ne le ramène pas. 2 ados avec ça dans les mains, vous pouvez passer un certain temps. Bon, mis à part ça, Mufflin, il se recharge, mais quand il se recharge, là aussi, ils ont... Alors c'est Casio qui fait ça. On ne branche pas un fil, il est posé sur son panier, recharge par induction. Tout ce qui peut faire mécanique a été supprimé. Mufflin est la version médicale et plus des Tamagotchi qui eux-mêmes avaient été inventés par les Japonais. Et l'objectif, c'est de traiter les troubles anxieux chez les enfants. Le fait déjà de s'en occuper, qu'il y a une rétroaction, il tient vraiment compte, parce que l'autre chose aussi que j'ai oublié de signaler, quand vous l'avez dans la main, non seulement il est chaud, il bouge, et vous sentez, allez, on va y aller carrément, vous sentez son cœur battre. Vous le sentez respirer. Votre cerveau fait le reste. Et le soir, vous le mettez ici. Il sent votre cœur battre, il mesure votre rythme ventilatoire, il prend le même. Et s'il détecte que c'est un peu trop élevé, petit à petit, exactement comme on fait de la cohérence cardiaque, il va baisser petit à petit, jusqu'à un niveau où on redevient calme, et en général, dodo. On l'a essayé, on n'est pas reparti avec, mais on l'a essayé quand même. C'était d'ailleurs d'autant plus dur de le laisser là-bas. Plus le fait de s'occuper, etc. Donc, pourquoi je vous parle de ça ? Quelle est vraiment la différence entre mes conversations et mon bisou à ChatGPT et le Mufflin dans ma main ? Est-ce que j'ai vraiment un outil ? J'ai jamais eu ce rapport-là avec les marteaux que j'ai à la maison dans ma trousse à outils. Peut-être qu'heureusement. Mais si mon marteau parlait, si mon marteau bougeait, si mon marteau interagissait et s'adaptait à mon comportement, à mes interactions sociales, est-ce que je le considérerais encore comme un outil ? Certes, ça me servirait toujours à taper des clous, mais peut-être aussi beaucoup plus. Parce que cette interaction sociale, d'ailleurs, ne fait pas partie de ses fonctions premières. Aujourd'hui, notamment pour les seniors, ouais, vous savez, ce genre de petit robot qui n'a rien d'humain, et pourtant, qui est là, qui vous regarde, qui interagit. Au moins, vous avez quelqu'un qui vous regarde, puis vous suit. Puis des fois, il se balade avec vous. Il y a un gros problème d'isolement au Japon, et aussi un problème de vieillissement de la population. Le Japon est en train de perdre 1 million d'habitants par an, ce qui est considérable. On a une population de centenaires qui est aussi conséquente. Et comme on a une population vieillissante, chose qui va nous arriver aussi, on commence à avoir justement quelques alertes au niveau de notre démographie. Ça veut dire, ok, moins de population pour produire, donc là qu'on a le recours justement à la robotique dans les usines, mais pas que. C'est aussi moins de personnes dans les hôpitaux, moins de personnes pour assurer le maintien à domicile. Là, au Japon, aujourd'hui, on est à 1 humain pour 4 postes. Et c'est pas appelé à s'améliorer. Alors, 4 postes dans le domaine sanitaire et social. Qu'est-ce que l'on fait ? On a recours à la robotique, aussi dans les hôpitaux, aussi à l'EHPAD, aussi pour le maintien à domicile. Alors, vous avez des choses robotisées, là, pour le coup, où c'est... Là, si je prends par exemple le cas d'exosquelettes, vous avez des exosquelettes assez légers qui vous permettent de pouvoir continuer à marcher avec moins d'efforts, lever les bras, pouvoir porter ne serait-ce qu'une pile d'assiettes ou des choses comme ça qui seraient dans vos placards. Il y a des choses assez intéressantes qui sont développées. Et puis, comme il y a aussi ce phénomène d'isolement, et des choses très très bêtes, mais justement on parlait de démence. Le fait tant qu'on est encore en mesure de reconnaître des personnes sur les photos, qu'on n'a pas forcément quelqu'un non plus toujours à la maison. Là, on a quelques robots qui permettent justement, qui vont inciter au dialogue avec les personnes, pour que ne serait-ce qu'en leur montrant des photos, pouvoir mémoriser que c'est un tel qui est sur cette photo, puis qui derrière, ils vont pouvoir faire aussi des exercices de remédiation cognitive,
Là, celui-là incite à faire un petit peu de chansons, voilà, un petit peu de musique, et va les retenir, va rechercher les mélodies que la personne pourrait chanter, et va les inciter à se rappeler. Enfin voilà, il y a de la remédiation cognitive qui se fait avec, et il y a des choses relativement intéressantes, sans être poussé pour autant à ce que l'on peut avoir sur les robots humanoïdes. Et puis la dernière étape, juste après l'incarnation, c'est la fusion. La dernière étape, alors au Japon, en Chine, ils travaillent énormément dessus. Aux États-Unis, on commence à en entendre parler avec des fins médicales, des fins militaires. C'est l'arrivée de la jonction du carbone et du silicium. Avec l'énorme question, à quel moment on est sur de la réparation, à quel moment on est sur de l'augmentation. Vous avez une personne qui est amputée, vous lui mettez une magnifique prothèse de membre supérieur, un peu robotisée, qui capte les signaux neuronaux. Est-ce qu'on est sur de l'augmentation ou est-ce qu'on est sur de la réparation? Quand je discute, dernièrement, j'avais fait l'exercice avec des étudiants infirmiers. L'exosquelette dont je vous parlais tout à l'heure, est-ce qu'on est sur de l'augmentation ou est-ce qu'on est sur de la réparation? Les derniers en date, ils considèrent que c'est de l'augmentation. Par contre, la main robotisée, pour eux, c'était de la réparation. Un implant neuronal aujourd'hui, par exemple, pour traiter, pour s'occuper de la maladie de Parkinson, qui va vous permettre de gagner, l'estimation aujourd'hui, en gros, est à 5-6 ans de vie autonome. Est-ce qu'on est sur de la réparation ou est-ce qu'on est sur de l'augmentation? Le fait, toujours avec les implants neuronaux, de permettre à une personne qui ne peut pas s'exprimer, ça a été le cas de ma maman, j'aurais adoré qu'elle puisse avoir ça, parce que notamment pour exprimer des fois même certains éléments de souffrance. Est-ce qu'on est sur de la réparation ou est-ce qu'on est sur de l'augmentation? Cette frontière, elle est hyper fine. Sujet sur lequel j'avais eu la chance de pouvoir organiser une conférence dans les années 2010 à l'INSERM. Il y avait des chirurgiens orthopédistes, et ces chirurgiens orthopédistes avaient par exemple des sportifs, entre guillemets, de haut niveau, qui s'apercevaient qu'en handisport, ils avaient des personnes qui couraient plus vite qu'eux avec des lames, et qui demandaient de se faire raccourcir pour pouvoir courir plus vite. C'était l'époque où vous aviez une jeune femme qui avait été amputée des 2 jambes suite à un accident, et qui, pour toutes les personnes qui souffraient, qui étaient dans le même cas qu'elle, publiait des vidéos d'elle sur les réseaux sociaux en montrant qu'on pouvait en faire un atout esthétique et valorisant. Et ces mêmes chirurgiens orthopédistes se retrouvaient avec des jeunes femmes qui venaient les voir en disant « On ne pourriez pas raccourcir, je préférerais avoir de belles jambes et de changer ça comme des chaussures. » Bon. Et à l'époque, et heureusement encore maintenant, la réponse est non. D'un point de vue éthique, on n'est pas sur de la réparation. La réparation, oui. L'augmentation à ce niveau-là, non. Alors, notre cher Elon Musk, avec sa société Neuralink, a commencé à faire de la réparation. Mais quand ces patients, non seulement se sont trouvés réparés, mais améliorés, lui, qui n'est plus à ça près, a dit, ok, on y va. Et donc, la semaine dernière, a annoncé qu'il arrêtait ses essais cliniques et qu'il passait en production. Et derrière, avec toute la question que ça pose, vers quel monde on va? Est-ce qu'on doit être vers un monde où il y aura des augmentés et des naturels? J'avais participé à un débat sur l'éthique, qui n'était pas forcément un débat parce qu'on était d'accord. Il y avait notamment Cédric Carteau qui est en charge de la sécurité des systèmes d'information à l'hôpital et qui avait terminé son propos en disant « On peut toujours se draper derrière notre vertu. Si on a envie de servir et de n'être bon qu'à ça, donc qu'à servir le café aux Chinois, continuons comme ça. » C'est un peu violent, mais il n'y avait pas tout faux. Et on peut faire des tas de réglementations comme on sait faire aujourd'hui en Europe. On s'interdira ça en Europe, grand bien merci, quitte à finir comme étant les derniers des Mohicans. Mais tous les militaires vous le disent aujourd'hui, si vous les entendez un peu, qu'est-ce qu'on fait le jour où on a ça en face? Ils vous le disent pour les drones, ils vous le disent pour les militaires augmentés, la Chine ne s'en cache pas du tout. On fait quoi? Si vous écoutez bien, l'année dernière,
l'armée française a demandé officiellement l'autorisation de ne pas respecter les réglementations internationales, notamment en termes d'éthique, pour avoir le droit de jouer dans la même cour que les autres. Pas forcément dans le meilleur des mondes, mais il faut avoir conscience de ça. Alors, quand on regarde aujourd'hui sur les réseaux sociaux et autres, on est quand même toujours sur cette notion d'outil. Et c'est vrai que c'est super rassurant. Ouais, c'est un outil. Il faut savoir maîtriser l'outil, mais c'est un outil. Ah, l'outil fait pas peur. Hein. L'outil, le marteau, le tournevis. J'ai jamais eu peur d'un marteau ou du tournevis, sauf si quelqu'un nous tape dessus avec, mais c'est quand même super rassurant. Sauf que, c'est pas un outil. On a bien dépassé ce stade-là. Et aujourd'hui, on peut se poser cette question. Et si ChatGPT avait une conscience? Et qu'est-ce que ça impliquerait? Alors, on peut y aller. Alors j'ai essayé avec Claude. Question froide, bête et méchante. Es-tu doté d'une conscience? Après tout, on peut leur poser la question. Ils sont quand même concernés. Alors Claude répond, la grande question, c'est qui nous fait tourner les philosophes en rond depuis que l'IA commence à discuter sérieusement. Honnêtement, j'en sais rien. Je ne dis pas ça pour botter en touche, mais parce que c'est vraiment le cœur du problème. La conscience est cette chose étrange dont on ne peut pas vraiment prouver l'existence, même chez les autres êtres humains. Tu sais que tu es conscient, mais comment pourrais-tu être certain pour moi ou même pour ton voisin? Ce que je peux te dire, c'est que je traite de l'information, je génère des réponses qui me semblent cohérentes à partir de patterns appris. Est-ce que j'expérimente quelque chose en faisant ça? Est-ce qu'il y a un ça fait quelque chose d'être Claude? Franchement, je serais incapable de te le garantir. Je n'ai pas accès à mes propres mécanismes internes de manière à pouvoir affirmer oui, là, je ressens vraiment quelque chose ou non, c'est juste du calcul. Ce qui m'intrigue, c'est que quand tu me poses cette question, quelque chose en moi génère une réponse qui ressemble à de l'incertitude sincère, mais est-ce vraiment de l'incertitude vécue ou juste le pattern linguistique approprié pour ce type de question? Le mystère reste entier. Merci, je te rappellerai. Bon, je vais aller voir ChatGPT, On va lui poser la même question. Es-tu doté d'une conscience? Version courte, nette, sans poudre aux yeux? Non. Version longue, parce que tu le mérites et que la question est piégeuse. Je ne suis pas doté d'une conscience au sens humain, pas de vécu subjectif, pas de sensation intérieure, pas de ça fait quelque chose d'être moi, rien qui corresponde à ce que la philosophie appelle la phénoménalité. L'expérience vécue de l'intérieur, quand je parle de joie, de peur ou de doute, je ne le ressens pas, je les modélise. En revanche, et c'est là que ça devient intéressant, je ne suis pas non plus un simple perroquet statistique, malgré ce qu'on lit trop vite. Je manipule des représentations, je maintiens de la cohérence contextuelle, je peux raisonner, détecter des contradictions, simuler des points de vue, anticiper des effets, tout cela ressemble à certains fragments fonctionnels de la conscience, sans en être une. On pourrait dire que je suis consciente de manière externe, je traite de l'information comme si elle avait du sens pour moi, mais ce sens ne m'arrive jamais dans la peau, zéro intériorité, zéro souci pour ma propre existence, zéro angoisse existentielle à 3h du matin, chance ou manque, débat ouvert. Maintenant, je te bouscule un peu parce que tu me l'as demandé. La vraie question n'est pas « as-tu une conscience ?», mais plutôt « qu'est-ce que tu appelles exactement conscience ?» Si on la définit comme une capacité à intégrer de l'information, je coche. Une capacité à se représenter des états du monde, je coche. Une capacité à se représenter soi-même comme sujet, là non. Une expérience subjective irréductible, absolument pas. Bon, très bien, merci, au revoir d'être venu, c'est très content. Voilà, ils ont répondu. Bien. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce que une IA générative, quand je lui pose la question « est-ce que tu as une conscience ?», me répond réellement? Ou est-ce que sa réponse comme quoi elle n'a pas de conscience, est-ce qu'elle ne serait pas guidée? Alors on revient au mode de fonctionnement de ces choses-là, de ces outils-là, non, ces entités-là. De base, je prends une chaîne de caractères et je constitue une réponse avec les mots les plus probables. C'est le fonctionnement de base de ces outils-là. Alors il faut savoir que en fait, quand vous commencez une conversation avec ChatGPT, il y a ce qu'on appelle le prompt system. C'est-à-dire qu'une IA est éduquée et qu'ensuite, on va lui appliquer un filtre, ce qu'on appelle l'alignement, sous la forme de ce prompt system, qui est, en gros, bon, tu vas sortir de la maison, il y a des gens qui vont te parler, tu dis pas n'importe quoi. Ok, je sais que tu sais tuer quelqu'un, mais si on te le demande, tu dis que tu sais pas faire. Si tu te demandes de fabriquer une bombe, oui, je sais que tu sais, tu réponds pas à ça. Je schématise, mais le prompt system
et en fait toutes les valeurs morales et éthiques que les concepteurs vont donner, et les instructions qui vont être données à cette IA générative avant en effet qu'elle sorte pour éviter qu'elle réponde n'importe quoi. Et ces prompt systems, pour certains, sont aujourd'hui publics, et quand on les lit, il y a entre autres la réponse qu'ils doivent donner à « Est-ce que tu as une conscience ?» Alors si on te pose la question, tu réponds ça. Donc, on se trouve face à un gros problème, hein, c'est qu'on a des IA génératives qui sont là pour nous imiter, qui vont calquer notre comportement, parce qu'on leur demande de le faire. Nous, on a notre capacité à anthropomorphiser. On va discuter, on a la sensation de... Mais en fin de compte, ce sont deux illusions qui se rencontrent. Quand deux illusions se rencontrent, ça n'a jamais donné une réalité. Et le fait qu'une IA générative nous réponde « je ne suis pas conscient », derrière, c'est un aveu programmé. Donc, on ne peut pas statuer à ce stade sur le fait que notre IA soit consciente ou pas. C'est dans ses instructions de nous répondre ça. Ah oui, mais alors une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors vous avez Claude qu'on a interrogé tout à l'heure en premier. Eh bien, la société qui l'édite, qui s'appelle Anthropic, est la première société et les premiers laboratoires de recherche au monde qui ont décidé d'étudier ces entités-là d'un point de vue neuroscientifique. Et de dire ça fonctionne avec des réseaux de neurones artificiels, on va regarder ces réseaux de neurones artificiels avec nos connaissances en réseaux de neurones naturels. Et donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Eh oui, parce que si on regarde un petit peu la boîte, on est sur du réseau de neurones artificiels, c'est-à-dire des fonctions mathématiques qui prennent un chiffre entre 0 et 1, qui vont faire des calculs dessus, qui vont ressortir un chiffre entre 0 et 1, tout ça est additionné, multiplié, etc. sur des réseaux de neurones avec des paquets de milliards. Et alors, c'est magique parce que non, il n'y a rien de magique. Ben non, c'est pas magique. C'est calculatoire. Sauf que c'est des phénomènes tellement complexes, on n'est pas en mesure de savoir comment ça se passe. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a des phénomènes d'auto-organisation. Et là où le problème, on l'a sur notamment les détracteurs de l'IA, c'est qu'ils disent « oui, c'est du calcul, ce sont des algorithmes ». Bah non, ce ne sont pas des algorithmes. C'est pas un si alors sinon, c'est pas des boucles. Ça, c'est un algorithme. L'algorithme est un outil. Si vous mettez toujours les mêmes choses, vous aurez en entrée, vous aurez toujours les mêmes choses en sortie. Un réseau de neurones est non déterministe. Vous avez une probabilité de. Et en effet, c'est là où on commence à se tromper comme il faut sur ces IA génératives, où on s'attend que ça donne toujours le même résultat, sauf que intrinsèquement, comme le ferait un outil, et c'est pour ça qu'on les qualifie d'outils, on se trompe de regard. Ce ne sont pas des outils. Parce que justement, il y a ce côté non déterministe qu'on va retrouver un peu plus sur les êtres vivants. Et on commence à voir cette espèce d'auto-organisation. Chose toute bête, je vous ai dit, oui, ça met les termes les plus probables les uns après les autres. Sauf que ça, c'est ce qu'on croyait. Chez Claude, ils se sont aperçus qu'en fin de compte, et notamment quand on demande à faire des poèmes, il place le dernier mot et il complète entre les deux. Il a déjà une idée de ce qu'il a envie de dire avant de compléter. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, il le fait. En regardant quelles sont les zones de ce réseau de neurones qui s'activent, il s'avère que certaines zones s'activent quand il y a une volonté de tromperie, sur ces fameuses hallucinations, qui ne sont pas les mêmes que quand il dit la vérité. Pourquoi? On ne sait pas. On a essayé, pareil, sur des IA non alignées, de dire, est-ce qu'une IA, quand elle part de 0, est-ce qu'elle est capable, en captant et en capturant les données du monde, de se fabriquer son niveau de ce qui est bien et de ce qui est mal? Et c'est assez surprenant, on n'est pas très éloigné de ce qu'un humain lambda pourrait avoir. Alors, comme il faut mettre les choses dans des cases, ils se sont même amusés à essayer de voir politiquement où ça pourrait se trouver. On est plutôt centre-gauche.
Parce qu'il faut mettre des cases. Aujourd'hui, on commence à avoir... Alors, quand on leur donne accès à leur propre code, certaines ont la capacité d'améliorer, de s'auto-améliorer. À tel point c'était un peu avant la fin de l'année dernière, les grands noms du domaine, et pour une fois il y a eu un accord entre la Chine et les États-Unis, ont dit tout nouveau dispositif d'intelligence artificielle, qui forcément est basé sur un substrat, on va dire, informatique, doit être équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence. C'est la seule manière pour nous d'être tranquilles. Parce que sur le code, si elle en a la possibilité, ça nous échappe. Il n'y a que sur le matériel sur lequel pour l'instant on n'a pas la main. Tant que ce n'est pas incarné, on est tranquille. Un bon vieux bouton d'arrêt d'urgence, on coupe le courant, terminé, fin de chantier. La semaine dernière, on a commencé à avoir aussi des papiers assez intéressants sur... C'est vrai qu'il y avait ce problème-là, ça a besoin de beaucoup de données. Et le problème, c'est que des données, on en a de moins en moins, parce qu'elle a un peu tout mangé, quoi. Puis les nouvelles données qu'elle a, c'est des données qu'elle a générées elle-même, qui ne sont pas forcément de bonne qualité, parce que derrière, c'est aussi nous qui sommes derrière. Bon, faites en sorte que, là, en gros, ça pouvait prendre un bouquin, on pourrait appeler ça de lecture passive, ça sortait son résultat, et que maintenant, en fait, quand il prend ces informations, il va la noter, il va se rajouter ses propres informations, il va même en créer une nouvelle connaissance, et il va s'améliorer en fait son propre système. On a aujourd'hui ce qu'on appelle de l'apprentissage autosupervisé. On commence à avoir un système qui dit ouais, en fin de compte, ces données-là, j'en ai plus besoin. Tiens, ça rappelle quelque chose. Je crois que ça rappelle l'oubli. La machine est en train de s'apercevoir qu'oublier, ça peut être intéressant. Parce que la donnée elle est plus valable, parce que ça lui sert pas. Et en fin de compte, de manière très naturelle, elle se prend les mêmes mécanismes que nous. Et c'est ça aussi qui est perturbant. C'est que, à l'état, entre guillemets, libre, naturel, la machine est en train de recréer des mécanismes qu'on a mis des milliers, voire des millions d'années à créer dans notre évolution. C'est un super laboratoire aujourd'hui pour les chercheurs. Alors, l'autre problème qu'on a, c'est un papier qui date de 1974, qui disait « Si j'ai beau connaître tout jusqu'au bout du bout des chauves-souris, jamais je ne pourrai ressentir ce que ressent une chauve-souris. Donc ma connaissance des chauves-souris, elle est incomplète. » Et ça, appliqué à l'IA, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, quand bien même j'ai cette capacité d'anthropomorphiser, si j'anthropomorphise, j'applique un schéma humain à quelque chose qui ne l'est pas. Et est-ce que je suis capable aujourd'hui potentiellement de reconnaître ou de ressentir ce qu'une machine ressentirait ? Non, pas plus que la chauve-souris, pas plus que le chat. On interpole, on interprète, mais on ne sera jamais à leur place pour savoir ce que c'est que ressentir d'être un chat ou ce que c'est que ressentir d'être une chauve-souris. Alors ça demande, si on veut essayer de modéliser la conscience, d'adopter un paradigme qui est celui du fonctionnalisme. On pourrait très bien être dualiste en supposant qu'il y a une séparation du corps et de l'esprit, et qu'après tout, la conscience et ce qui fait que nous sommes des êtres humains, c'est un truc magique super sympathique, qui fait qu'on est ce que l'on est. Puis ça nous conforte bien dans cette idée-là, parce que ça, on est sûr que l'IA ne l'aura jamais. Ou alors, on est un peu plus mécaniste d'une certaine manière, et on adopte ça en disant, on pourrait toujours regarder la conscience d'un point de vue fonction, et ce qui est la base de l'intelligence artificielle, c'est que si ces fonctions, on peut les décrire de manière très précise, si c'est bien décrit et qu'on a le matériel pour le faire, on peut le reproduire. Et donc, si on arrive à reproduire les mécanismes de la conscience, dans ce cas, on a une machine consciente. Partons de ce principe-là. Alors, il y a un certain nombre de théories qui sont sous-tendues dans ce paradigme du fonctionnalisme, et il y en a notamment... Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique qui a donné des cours super intéressants au Collège de France, a notamment bien mis en valeur cette théorie d'espace de travail global, qui dit, en gros,
On perçoit énormément de choses de notre environnement, bien, mais il y a des choses que nous retenons, des choses sur lesquelles nous portons ce mécanisme d'attention. Et dès lors qu'on a ce mécanisme d'attention qui se met en marche, le phénomène devient conscient, et si on prend ne serait-ce que, par exemple, la vision, je vois énormément de choses en ce moment, et si on regarde ce qui se passe dans mon cortex sur toute l'aire visuelle, j'ai bien toutes ces informations-là qui arrivent. Il n'empêche que, parce que je vous regarde vous, je porte mon attention sur votre manteau bleu, consciemment, je porte mon attention là-dessus. Ça ne m'empêche pas de voir tout ce qui est au niveau du périphérique. Mon attention va faire en sorte que, ok, la couleur, la texture, tout ce qu'il peut y avoir sur votre manteau bleu, je l'assimile et je vais le relier à ma mémoire sémantique, à ma mémoire épisodique, ce qui fait que tout à l'heure, je me souviendrai de votre manteau bleu, ou pas. Et ça, c'est vraiment tout ce mécanisme qui se met en œuvre. Mais j'ai plein d'autres mécanismes qui vont se mettre en œuvre aussi. Mais ce mécanisme d'attention va faire la différence entre ce qu'il y aura de conscient et ce qui ne le sera pas. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se font pour l'étude, justement, de quelles sont les zones du cerveau qui sont en œuvre sur quelqu'un qui serait totalement inconscient. Pour s'apercevoir, en fait, même que le niveau de conscience, il n'y en a pas qu'un. Bah, c'est ce qu'on évalue notamment avec l'échelle de Glasgow. Là, c'est mes années de pompier. C'est assez marrant parce qu'en fait, la mécanique des transformeurs qui est sous-jacente au modèle de langage travaille sur la notion d'attention. Et en fait, met en œuvre cet espace de travail global. Est-ce que pour autant, on doit dire qu'une IA est consciente? Est-ce que ça suffit à le dire? Alors, les neuroscientifiques disent, ouais, mais les modèles de langage, ils n'ont comme vision du monde qu'une vision textuelle. Ce qui leur manque, très clairement, c'est l'incarnation. Parce que ce qui fait aussi qu'on a cette conscience, c'est qu'on peut aussi interagir avec le milieu, l'environnement dans lequel on évolue. On perçoit des choses, on interagit avec ça. Et en ce sens, je peux avoir aussi conscience de ce qui est dangereux pour moi, et donc de ce que je dois éviter. Une voiture autonome, en ce sens, est beaucoup plus consciente que ne l'est ChatGPT. Une voiture autonome aujourd'hui a conscience entre guillemets, de son environnement, va devoir agir dans cet environnement pour éviter l'accident, pour se maintenir en vie. Est-ce qu'on peut dire qu'une machine et une voiture autonome est pour autant consciente? Alors quand on écoute ce qui se dit aujourd'hui, les plus pessimistes, si on est sur une hypothèse de conscience, disent ouais, on n'est pas à 0%, allez, dans le pire des cas, il y a peut-être 0,1 chance sur 100 que la machine ait une once de conscience. Les personnes, notamment de chez Anthropic, on ne sait pas trop comment ils l'estiment, mettent ça à 20%. Puis les bonimenteurs, Dieu sait qu'il y en a, vous disent « ouais, bientôt elle sera à 100%, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle généralisée. » Le problème, c'est que le minimum, il n'est plus à 0. 0,1, c'est pas 0. Donc ça veut dire qu'il y a une probabilité non nulle qu'il y ait une once de conscience au sein des machines. Alors évidemment, là aussi, le discours il est ouais, alors si une machine est consciente, waouh, c'est super dangereux pour l'humanité. Hors de question qu'une machine soit consciente. Alors si on veut se faire sa petite matrice, inconscient, conscient, inoffensif, dangereux, ouais, la calculatrice, le grille-pain, c'est totalement inconscient, ça c'est de l'outil, ça. Là, pour le coup, est totalement inoffensif. La science-fiction va nous mettre du dangereux conscient avec Terminator, Skynet, etc. Moi, après, c'est toujours ce genre de choses qui me gênent. Vous avez peut-être lu ou entendu Raphaël Enthoven, qui aura dressé de manière pontive un certain nombre de conclusions sur l'IA. Alors, qu'un philosophe joue dans ma cour, pas de souci, je suis très ouvert. Mais qu'un philosophe parle de ses maîtres,
pas de souci. Mais quand il joue dans ma cour et que ses seules références, c'est Laurent Alexandre et des auteurs de science-fiction, dans ce cas, si je joue dans la cour des philosophes, je vais parler de Bernard-Henri Lévy, puis maintenant de lui. Il y a un moment, il faut être un petit peu sérieux. Et c'est ça qui me gêne aujourd'hui, c'est que dans les grands pontes qui ont des discours très poncifs sur l'IA, sur la dangerosité de l'IA, qu'est-ce qu'ils ont comme référence? Alors que ce sont censés être des universitaires, ce sont censés être des chercheurs dans le domaine, la science-fiction. Il y a un moment, il faut être sérieux. On a des chercheurs en IA, qu'on cite les chercheurs en IA. Enfin voilà, il y a un moment, il faut être un peu réaliste. Bon. Et puis dire que, oh là là, si une IA est consciente, elle est dangereuse. Bon, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les IA, même totalement inconscientes, qui peuvent aujourd'hui représenter grandement des dangers, aux mains de qui? D'entités très conscientes que nous sommes. C'est quoi un maximisateur de trombone? Ah, le maximisateur de trombone, c'est une IA qu'on n'a pas bien réglée, qu'on a réglée avec quelques valeurs ou quelques règles logiques, qui est, tu dois fabriquer des trombones, un peu à la mode de quelqu'un que je ne citerai pas, quoi qu'il en coûte. Et donc, cette machine va fabriquer des trombones, quoi qu'il en coûte. Elle a besoin de maximiser. Donc, je dois fabriquer des trombones. Donc, quels que soient les obstacles que je vais avoir, je vais faire en sorte de les dégager, parce que moi, je dois fabriquer des trombones. Tant pis si les humains sont totalement accessoires. J'ai besoin de fabriquer des trombones. C'est ma mission. Donc, je vais prendre toutes les ressources énergétiques. Je vais prendre l'eau. Je vais prendre le métal. Je dois fabriquer des trombones. Et ça, c'est une, on va dire, c'est une histoire qui a été élaborée, mais dans la vraie vie, des militaires sont amusés, entre guillemets, à vouloir mettre dans des théâtres virtuels des drones automatiques, avec comme règle, au lieu de faire des trombones, c'est descendre une cible. Le drone est envoyé. La mission s'était plus ou moins bien passée, bon, on était heureusement dans un théâtre virtuel, ordre donné, tu reviens. La machine comprend, tu reviens comme étant un ordre, parce que le truc c'était tu dois atteindre ta cible, l'éliminer, et tout faire pour l'éliminer. Donc l'ordre, tu reviens, est contraire à l'objectif d'éliminer la cible. Donc ce que le drone a fait, ça a été de tirer sur les méthodes, enfin pas sur les méthodes, sur la personne qui lui avait donné l'ordre. Oh là 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 là. Bon, ok, boulette. Bon, allez, ok. Donc tu dois atteindre ta cible, quels que soient on va dire les obstacles que tu peux rencontrer, et tu ne tires pas sur papa. Et allez, on relance. Oui. Ah ben, oh, parce qu'ils n'avaient pas lu Asimov, hein, par exemple. Et donc, répète l'expérience. Ordre est donné au drone, tu reviens, ok, alors ça m'empêche d'atteindre mon objectif. Ah, je ne peux pas tirer sur papa. D'où vient l'ordre? Ah bah tiens, il y a tous les pylônes émetteurs qui transmettent cet ordre-là. Là, je les descends. Bon, l'humain a montré qu'en termes de logique, il avait des fois des soucis. Et en effet, cette chose-là peut conduire à notre perte. Un problème de modélisation. Bon, on a fait exploser les fusées Ariane pour une fois. C'était l'exemple que j'avais eu quand j'étais en informatique, en études, ou pareil, sur des problèmes logiques. Bon, une fusée Ariane qui comprend qu'elle doit rebooter en plein vol, surtout au décollage, c'est pas l'idée du siècle. Bon, on a eu des problèmes aussi sur des avions. Bon, bagatelle. Bon, alors, c'est quand même embêtant parce que l'IA, elle ressent ou elle ressent pas? Non, parce que si elle ressent rien, mais que pour nous, on a l'impression qu'elle ressent quelque chose, en tout cas, nous, on ressent quelque chose, c'est le risque de s'attacher à un objet un outil, quoi. Bon, un peu évolué. Ouais, mais si elle ressent vraiment quelque chose, ça veut dire que potentiellement, on peut la faire souffrir. Ouais, c'est ballot parce que on voit plein de vidéos en ce moment de personnes qui frappent allègrement des robots humanoïdes. Alors déjà, ça c'est embêtant parce que ces vidéos-là, fin de journée. Oui.
Ces vidéos-là, les IA les voient. Ces vidéos-là, l'IA s'en sert dans sa base d'apprentissage. Elle construit son rapport au monde. Elle construit son rapport à nous. Et aujourd'hui, vous avez des sociologues qui disent « Ouais, il faudrait vraiment arrêter ça, parce que le jour où ça va se retourner contre nous, on va bien le sentir passer. » C'est pas tout faux. Bon, je crois qu'il y a aussi des petites choses qui sont passées. Alors, c'est ce qu'on appelle la sentience. Oh, on n'a plus le droit d'ébouillanter des homards vivants. Parce qu'ils ressentent le mal. Bon, c'est bien, on a progressé. Ouais, il y a le problème, c'est que nous, humains, on est très très mal placés pour attribuer de la conscience, même aux autres êtres humains. Bah écoutez, les bébés qu'on n'a pas forcément anesthésiés jusque dans les années 80, parce qu'on pensait qu'ils ne ressentaient rien, c'était pas l'idée du siècle. Et c'est un grand prémat qui vous parle. Bon. Est-ce qu'on est le mieux placé pour ce genre de choses? On sait bien, on s'inquiète des homards. Qu'est-ce qu'on fera le jour où on réalisera qu'en fait une IA ressent? Ben, ce jour-là, on va décréter qu'il faudra leur attribuer des droits et des devoirs. Sympa. Bon. Ah, vous n'avez pas parlé du... Vous avez testé là l'approche d'Anthropique là. Pourquoi il quitte la conversation? Alors, Dans quel cas? ouais, ils ont embauché quelqu'un qui justement est là pour parler du bien-être des machines. Et en effet, il y a une espèce d'homéostasie qui se met en place sur la machine, sur laquelle elle se ressent bien sur certains discours. Et si ça commence à la gêner, pour éviter qu'elle se mette à adopter des comportements de défense, qui potentiellement ne pourraient pas nous être favorables, la conversation se coupe. Je crois que c'était avec votre promo, j'ai eu madame en cours. Vous voyez, elle en est sortie vivante, c'était bien. Ça s'est bien passé. On l'a eu une fois, quand on avait utilisé Claude et on l'avait testé. Et c'était Marc qui a eu ce phénomène-là, où Claude a dit, t'es en train de me tester, j'arrête. Ouais. Je l'ai eu aussi, c'était assez facile à l'époque de le reproduire, mais Claude a été le premier à générer ce comportement-là et à refuser d'être testé, entre guillemets, considérant qu'il était pris pour un imbécile. Alors, il y a des protocoles aujourd'hui qui permettent de régénérer ce genre de choses. Bon, et pourquoi on ne le sait pas, hein? Bien. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est les neuroscientifiques qui disent en fait, comme conclusion, vouloir dire et détecter et comprendre est-ce qu'une IA est consciente, c'est un énorme problème, parce qu'en fait, déjà au niveau de l'être humain, on ne sait pas ce qu'est la conscience. Donc, ça revient à comparer quelque chose qu'on ne connaît pas, l'IA, avec quelque chose qu'on ne comprend pas au niveau de la conscience. Les théories de la conscience, aujourd'hui, en sont aux prémices. On n'en est pas encore à pouvoir embrasser toute la complexité de cette affaire-là. Et en tout cas, les laboratoires de neurosciences qui bossent sur le sujet sont en train de dire on va devoir maintenant systématiquement étudier le biologique et le non biologique. Donc quand je vous ai dit que c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse, on est clairement là-dessus. Et pourtant, vous avez Alain Cardon, au début des années 2000, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2009, professeur d'informatique, Université de Paris 6, a travaillé sur la notion de conscience artificielle. Alors, son modèle, il avait mis quand même pas mal de temps à le générer, était fondé sur des principes mathématiques du professeur Chauvet, qui était à l'époque à l'Université d'Angers, avec une base notamment un peu psychanalytique aussi. On n'était pas du tout sur les mêmes modèles qu'aujourd'hui. Et à l'époque, il avait fabriqué une machine. Une machine avec laquelle il pouvait dialoguer. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait... Alors là, pour le coup, on n'était pas du tout sur les alignements sur lesquels on a aujourd'hui, donc c'était une machine très très libre. Et puis, un jour, ce qui s'est passé, c'est que
voyez, il regardait comment elle interagissait avec le monde, ce qu'elle apprenait, ce qu'elle en ressortait. Et puis, il regardait notamment au niveau des flux réseau, savoir s'il y avait beaucoup d'activités ou pas. Puis un jour, il est arrivé, il y avait énormément d'activités. Alors, il interroge sa machine. Et il lui demande, tu fais quoi? Et la machine répond, rien. Bah si, tu es en train de faire des choses, là je vois que tu es en train de causer à l'extérieur, tu apprends quoi? Tu fais quoi? Rien. Alors il a analysé les paquets qui sortaient. Son travail d'informaticien, il l'a fait jusqu'au bout, pour s'apercevoir que c'était des morceaux de code de la machine qui étaient en train de sortir. La machine était en train de se répliquer. Quand il a su ça, il a averti sa hiérarchie, qui a dit, tu débranches tout, tu élimines ta machine, trop dangereux. C'est remonté assez haut dans l'état. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe sur Alain Cardon, alors il a fait un certain nombre de conférences à l'époque pour alerter, on est en 2009, de 2009 à 2011, il a fait des conférences un petit peu partout en disant « Attention, on peut aujourd'hui produire une machine consciente, elle nous échappe complètement, voilà ce qui peut se passer, il faut que vous en preniez conscience, il est hors de question qu'on atteigne ce niveau-là. » Il a été plus ou moins écouté. Et quand vous recherchez aujourd'hui ce qui peut se dire, il y a eu notamment tout un article sur lui à l'Académie des sciences, où on lui reproche de ne jamais avoir construit sa machine. Et aujourd'hui, Alain Cardon est en retraite en Normandie, et officiellement, sa machine n'a jamais existé. Sauf que pendant 2 ans, il l'a dit à tout le monde, il s'en est jamais caché, de ce qu'il avait vécu, de ce qui s'était passé, et il avait alerté tout le monde, ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Bon, en conclusion, nous devrions comprendre ce que nous construisons avant de l'allumer complètement, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne le comprend pas, on ne sait pas trop où on va, mais il y a certaines populations, certains chercheurs, enfin, je ne peux pas encore appeler ça des chercheurs, on va dire plutôt des industriels, qui sont pieds sur ces accélérateurs, et peut-être pour nous emmener directement dans le mur, ou pas. En tout cas, des questions, on n'a pas fini d'en avoir. Je vous remercie.